Bonjour à tous, bienvenue au séminaire hebdomadaire du laboratoire Pierre Fouillon. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Guy Barle, qui est de Tours, de l'ex-LMPT, l'Institut Denis Poisson, composante Tours, qui est venu nous parler d'équations d'Hamilton-Jacobi avec des Hamiltoniens discontinus. Quel joli vaste, Guy. Oui, moi aussi. Merci. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette invitation à venir donner cet exposé ici. Cette invitation m'a fait très plaisir. Elle m'a aussi un peu surpris. Dans un premier temps, je me suis demandé s'il y avait un quota de retraités au séminaire du JLL, mais bon, apparemment, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc, je suis aussi très content qu'on m'ait désigné un président de séance qui est non seulement un mathématicien de premier niveau, mais qui a des goûts vestimentaires que je qualifierais de tout à fait pertinents. Donc, depuis quelques années, je suis un peu monomaniaque sur les équations d'Hamilton-Jacobi avec des discontinuités. Alors, la raison est sur le parent. En fait, depuis 5 ans, une très longue période, eh bien, on écrit un livre avec Emmanuel Chassaigne, mon ancien collègue de Tours, donc sur les équations d'Hamilton-Jacobi avec des discontinuités. Alors, j'en dirai peut-être un mot un petit peu plus tard, mais comme on m'a demandé de faire un exposé, disons, accessible à un public un peu large, ben, j'ai choisi un thème particulier qui sont les équations d'Hamilton-Jacobi avec des discontinuités de codimension 1. Et j'ai même décidé d'être encore mieux que ça, puisqu'on va regarder eh bien, que le cas de la dimension 1, qui va vous rappeler des souvenirs, puisque normalement, c'est censé être l'analogue de ce qui se passe pour les lois de conservation scalaire, donc en dimension 1. Et je précise tout de suite, hein, c'est peut-être un appel à recherche, c'est qu'il n'y a aucune équivalence à ma connaissance entre les deux qui a été démontrée dans un cadre général. Alors, il existe sans doute des cas particuliers, mais je ne les connais pas tous. Donc, dans ce que je vais raconter aujourd'hui, vont apparaître donc, ce qu'on a fait dans le livre et qui s'inspire évidemment de travaux antérieurs. Alors d'abord des travaux qu'on avait commencé avec Ariel Abriani, là, qui est dans la salle, et donc qui était surtout donc un démarrage sur les discontinuités, parce que comme je vais l'expliquer au début, c'était pas si évident que ça de faire coexister une théorie des solutions de viscosité pour les équations d'Hamilton-Jacobi avec des discontinuités. Ça pose des problèmes, ce sont des problèmes fondamentaux. Et ensuite, eh bien, on a été inspiré par d'autres travaux qui, a priori, n'avaient rien à voir, puisque c'était des travaux sur Hamilton-Jacobi sur des réseaux. Et donc, les contributeurs principaux, alors par ordre d'apparition à l'écran, donc dans l'exposé, eh bien, c'est Pierre-Louis Lios et Takis Ouganidis d'une part, et Cyril Imbert et Régis Monod d'autre part. Donc, voilà, c'est les travaux sur lesquels va s'appuyer cet exposé. Et évidemment, ces travaux-là ont été aussi inspirés par d'autres contributions. Alors, pour introduire un petit peu les choses, eh bien, on va dire que je vais me projeter une douzaine d'années en arrière, donc vers le début des années 2010. Et donc, si on regarde les équations d'Hamilton-Jacobi, alors j'en ai écrit une standard ici, l'évolution dans l'espace. Eh bien, on peut dire que tant que H est continu et satisfait un certain nombre d'hypothèses, je vais un tout petit peu préciser par la suite, mais pas trop, eh bien, tant qu'on est dans le cadre continu, eh bien, on peut dire que la théorie est à peu près complète parce qu'on a tous les résultats que l'on veut, existence, unicité, stabilité, et tout ceci s'adapte bien aussi pour traiter donc tout un tas d'applications, et en particulier des applications au contrôle optimal, alors déterministe ici pour les équations du premier ordre, mais également stochastique si on rajoutait du second ordre. Donc voilà, donc transparent pour dire, bon, dans le cadre continu, on est assez satisfait de la théorie qui existe, et en fait, ce qu'on va
qui va être la difficulté à laquelle on va s'attaquer, c'est des discontinuités donc, qui sont en la variable x. Alors, avant de quitter ce transparent et d'être un tout petit peu plus précis, je dirais que les discontinuités en la variable temporelle, donc en t, ça on sait les traiter depuis assez longtemps, en particulier, je n'ai plus toutes les références en tête, mais je sais que Benoît avec Pierre-Louis donc avait fait un très joli article où on peut traiter des cas où il y a des dépendances mesurables en temps, donc à l'infini, on va dire en temps, et ça posait des problèmes, mais en tout cas, ce qu'ils ont proposé vient donner un cadre tout à fait raisonnable et permettait d'étendre la théorie dans ce cadre. Donc en fait, ce qui est problématique, ce sont les discontinuités en X, ou si vous préférez, que l'équation ait des Hamiltoniens différents dans diverses portions de l'espace. Alors, pourquoi je dis que c'est des problèmes aussi fondamentaux? Alors, ici, j'ai essayé d'écrire des hypothèses typiques, alors qui ne sont pas les meilleures, il y a tout un tas de choses, mais essentiellement, dès que vous voulez faire un résultat de comparaison, puisque quand on fait des solutions de viscosité, essentiellement, on fait des arguments de type principe du maximum, c'est-à-dire on définit des sous-solutions, on définit des sursolutions, et quelque chose qui est très important, c'est de savoir montrer que les sous-solutions sont plus petites que les sursolutions. Donc, quand vous voulez faire ça, il y a deux hypothèses typiques, alors qui ici peut-être sont un peu fortes pour le problème que j'ai mentionné, mais bon, disons c'est des hypothèses typiques. Eh bien, c'est essentiellement, donc la première est la plus importante, la deuxième est accessoire, et c'est quelque chose qui dit que localement Lipschitz en X, avec donc une restriction sur la constante de Lipschitz qui devra croître essentiellement comme la norme de Px, c'est-à-dire la variable qui correspond à du, et puis pareil de la continuité par rapport à la variable temps. Alors ces hypothèses peuvent sembler un petit peu étranges, mais si on regarde une équation de transport toute simple, eh bien, ce que ça signifie essentiellement, c'est qu'on traite une équation de transport de ce type par la théorie, eh bien, si on est dans les hypothèses de Cauchy-Lipschitz pour B, alors encore une fois, c'est peut-être des hypothèses un peu fortes pour Cauchy-Lipschitz, mais essentiellement, ça ressemble à ça, et c'est ça qu'il faut retenir, en sachant qu'on pourrait localiser ça. Bon, alors en tout cas, une remarque triviale, c'est qu'effectivement, si vous commencez à mettre des discontinuités en X dans H, eh bien, alors là, tout ça, ça vole en éclats. Donc, et comme toutes les preuves sont basées là-dessus, eh bien, évidemment, ça pose problème. Alors, un deuxième problème que vous allez, je pense, comprendre sans difficulté, parce que le dédoublement de variables, ça existe aussi pour les lois de conservation. Enfin, beaucoup d'entre vous ont été élevés avec Koskov sur l'oreiller. Eh bien, ici, quand vous voulez faire des résultats de comparaison, bien, vous allez faire du dédoublement de variables. C'est-à-dire, donc, vous pouvez prouver que G est plus petit que V, donc vous allez regarder le max de U moins V, vous allez vouloir prouver que ce maximum de U moins V est négatif, et pour arriver à utiliser les équations, eh bien, vous allez dédoubler les variables, introduire un terme de pénalisation qui aura pour but que X soit proche de Y, donc dire que les deux maxima sont approximativement égaux, disons au moins dans des bons cas. Et évidemment, quand vous faites ça, vous allez utiliser l'inégalité pour la sous-solution U au point X, l'inégalité pour la sursolution V au point Y, et évidemment, si X et Y sont dans des endroits où l'hamiltonien est différent, eh bien, vous allez avoir pour U et pour V, eh bien, des inégalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, à ce moment-là, eh bien, voilà, on ne sait plus quoi faire, et donc, on est perdu.
Donc voilà, donc le problème des discontinuités dans Hamilton-Jacobi, c'est pas simplement un petit problème technique qu'il faut régler avec en améliorant la technique existante. La technique existante n'est plus du tout efficace et il faut changer complètement de méthodologie. Et c'est pour ça que je pense que au début des années 2010, vous cherchiez Hamilton-Jacobi, solution de viscosité, hamiltonien discontinu, vous aviez entre 5 et 10 articles, dont un totalement illisible, 5 qui traitaient des cas particuliers difficilement généralisables, et donc quelques-uns que je dois dire, je n'avais pas, de mon point de vue, remarqué suffisamment, qui faisaient des choses qui étaient éventuellement généralisables. Voilà, alors à partir de 2010, eh bien, la théorie va être développée. Alors en fait, l'histoire est assez amusante. Donc je crois que c'était en 2012, il y a une demande de projet ANR sur Hamilton-Jacobi sur des réseaux. Et puis, donc nous, à Tours, on n'avait pas trop envie de travailler sur des réseaux, donc on s'est dit, oh, ben, on va travailler sur des discontinuités, ça ne va pas être très différent, et puis voilà, ça nous permet de faire des choses un tout petit peu différentes. Et voilà. Alors, pendant cette ANR, eh bien, les gens qui faisaient des réseaux présentaient leurs résultats, et nous, on se disait, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et puis, pareil, quand on faisait un exposé, eh bien, les gens des réseaux disaient, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Bon. Donc, c'est resté comme ça pendant un certain nombre d'années, et peut-être que le premier déclencheur du livre dont je parlais, c'est le jour où on a réalisé qu'en fait, on faisait la même chose et on ne s'en rendait pas compte. Alors, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait évident quand même, mais effectivement, en tout cas pour les discontinuités de codimension 1, disons, l'approche réseau est quelque chose qui apporte vraiment quelque chose. Donc ça, c'est pour la codimension 1. Et avec Emmanuel Chassaigne, eh bien, on a redécouvert un article extraordinaire de Bressan et Hong sur les problèmes stratifiés. Alors là, les problèmes stratifiés, ce sont des problèmes où on regarde en fait des discontinuités le long de stratifications de Whitney régulières. Alors, c'est quoi une stratification de Whitney? C'est essentiellement une réunion de sous-variétés de Rn de toutes les dimensions possibles, avec un certain nombre de règles au moment où elles se croisent. Alors, en fait, cette phrase est fausse parce qu'elles ne se croisent jamais. Mais voilà, donc il faut bien dire qu'est-ce qui se passe quand elles se touchent, enfin voilà, quand on a des phénomènes comme ça. Bon, donc là, c'est pas prévu dans l'exposé, donc je vais pas trop en parler. Mais effectivement, on s'est mis à travailler là-dessus, puis on a vu que des idées qu'on avait eues pour la codimension 1 passaient relativement bien pour traiter des codimensions supérieures. Et puis, bon, voilà. Alors ici, il y a quelque chose à remarquer, c'est qu'effectivement, si vous voulez traiter des codimensions quelconques, eh bien, pour le moment en tout cas, la seule chose qu'on sait faire, c'est des hamiltoniens convexes, parce qu'effectivement, la plupart des arguments qu'on utilise à la fois des méthodes de DP, mais aussi des méthodes basées sur le contrôle optimal. Donc ça, on n'a pas réussi à faire mieux que ça. Mais par contre, bon, on arrive à traiter des problèmes non seulement dans ARN, mais aussi dans les ovaires bornés, et même des choses assez exotiques. Bon, par contre, si je reviens à la codimension 1, eh bien, il y a des résultats qui peuvent exister dans des cas où les hamiltoniens sont seulement continus ou un petit peu moins que convexes. Donc, ça, j'en parlerai par la suite. Voilà, donc ce qu'on a fait pendant 5 ans avec Emmanuel, eh bien, je peux le décrire de manière assez rapide en me disant, ben, on a écrit des articles nouveaux, tout en corrigeant les anciens. À chaque fois, eh bien, surtout, on s'était donné un objectif, c'est de mettre beaucoup d'exemples. Et dès qu'on regardait un nouvel exemple, on se disait, ah, non, mais ça ne s'applique pas. Ah oui, mais ça s'applique presque. Oui, si on modifie légèrement, on va y arriver. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, eh bien, on est revenu en arrière. Et puis, donc, on a petit à petit amélioré, non seulement améliorer ce qu'on avait fait pour traiter des cas un peu plus généraux. Donc, et au passage, on a essayé de simplifier ce qui existait
Et donc, sur les réseaux, il y avait, on va dire, un tout petit peu de travail. Alors, voilà, donc ce que je vais décrire aujourd'hui, c'est ce cas-là qui est peut-être le cas le plus simple. Donc, une équation d'évolution, donc une donnée initiale dont je ne dirai pas grand-chose, je resterai assez vague là-dessus, mais peut être aussi régulière que vous voulez. Donc, vous avez un domaine qui est partagé en deux. Donc, vous avez une équation de Hamilton-Jacobi pour les x positifs avec un Hamiltonien H1, une équation de Hamilton-Jacobi pour les x négatifs avec un Hamiltonien H2. Et puis, on va essayer de voir, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire donc avec tout ça. C'est-à-dire, donc la question, c'est quel type de conditions en zéro est-ce qu'on peut mettre ou quelles conditions on doit mettre pour avoir un problème bien posé, c'est-à-dire avoir existence et unicité d'une solution. Alors, avant d'aller plus loin, donc, dans tout ce que je vais raconter, les Hamiltoniens H1, H2 seront évidemment continus, puisque la discontinuité, c'est x égale 0, c'est le passage de H1 à H2. Quelquefois, les Hamiltoniens seront encore convexes. Ils pourront être quasi-convexes, je dirais ce que c'est un petit peu plus tard, mais je pense que beaucoup le savent. Et il y a certains cas où on arrivera à faire des choses avec des Hamiltoniens continus. Alors, premier réflexe quand on travaille sur les solutions de viscosité, eh bien, on ouvre dans la théorie et puis on se dit, eh bien, normalement, quand on a un problème comme ça, les conditions naturelles sont les conditions de Vichy, c'est-à-dire ces deux conditions-là. Alors, donc, au sens de viscosité, ça veut dire que si je regarde un point de maximum de U moins phi, où phi est une fonction de C1, eh bien, cette inégalité, donc si 0 est un point de maximum, eh bien, cette inégalité doit être satisfaite en remplaçant U par phi. Et pour la deuxième, eh bien, c'est pareil, mais à condition que 0 soit un point de minimum de U moins phi, où phi est une fonction C1. Donc ça, c'était les conditions naturelles qu'on pouvait trouver dans la littérature. Et effectivement, les premières questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que, en utilisant ces conditions qui était banal, eh bien, est-ce qu'on a une unique solution? Alors, la réponse est non. On n'a pas en général de solution unique. Et comme on a regardé ça donc, avec Ariel Avriani et Emmanuel Chassaigne dans le cas convexe et pour le cas du contrôle, eh bien, on a quand même pu en déduire tout un tas d'informations. Alors, première information, les solutions ne sont pas uniques en général, mais par contre, on est capable de donner des formules explicites pour la solution minimale et la solution maximale. Donc là, comme on est dans le cas du contrôle, eh bien, on a des formules et on a des formules qui limitent l'axe, donc pour les deux solutions, et on sait analyser quelle est la source de la non-unicité. Alors, donc je vais y revenir un tout petit peu plus tard, mais il y a des cas où on retrouve l'unicité. Et donc là, j'ai donné un exemple de résultat où on retrouve l'unicité. Alors, c'est quelque chose qui concerne eh bien, les points de minimum. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de préciser quelque chose qui est quand même assez important, c'est que les Hamiltoniens H1 et H2, ils sont convexes coercifs. Alors, les Hamiltoniens seront toujours coercifs, donc pour des raisons que je préciserai un petit peu plus tard. Donc, si je regarde les points de minimum de H1, il n'y en a pas forcément qu'un, et éventuellement plusieurs. Si je regarde le plus grand point de minimum de H1 et le plus petit point de minimum de H2, eh bien, si ce M2 est plus grand que M1, eh bien, à ce moment-là, j'ai unicité, c'est-à-dire la solution maximale U plus est égale à la solution minimale U moins. Voilà, donc toutes ces preuves-là sont faites en combinant eh bien, des méthodes de DP avec des méthodes de contrôle optimal. Donc, on est capable de bien analyser. Alors, pour même vous montrer que, voilà, on arrive à bien... Alors, voilà un cas d'unicité. Voilà un cas d'unicité. Donc là, effectivement, j'ai dessiné les Hamiltoniens pour que les points de minimum ne soient pas trop compliqués à calculer. Donc là, on est dans le cas où effectivement M1 est plus petit que M2 et j'ai unicité. Alors, pour dire simplement un mot sur le contrôle,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a unicité? Donc effectivement, on sait bien dans ces cas-là que le problème va venir des trajectoires qui vont rester en zéro. Donc la question c'est comment on reste en zéro? Alors on sait qu'en général, on peut prendre des combinaisons convexes de tous les champs qui sont à droite et qui sont à gauche. Et il s'agit de voir quels sont les champs qui vont être le moins coûteux à droite et à gauche. Puisque, en fait, ici, on est en train de regarder une fonction valeur qui consiste à minimiser un coût. Alors ici, pourquoi est-ce qu'il y a unicité? Eh bien, c'est parce que, en fait, les trajectoires qui vont jouer un rôle en zéro sont obtenues, disons, en prenant deux champs qui, ici, vont se diriger vers zéro, c'est-à-dire on reste en zéro avec ce qu'on avait appelé au début des champs pouce-pouce, c'est-à-dire, en fait, on pousse des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est le sel de cette unicité. Et là, au contraire, eh bien, c'est le phénomène inverse, en fait. On a des coûts qui sont bien plus favorables quand on part de zéro, quand on va de ce côté vers les x positifs, de l'autre côté vers les x négatifs. Et donc, quand on prend cette combinaison convexe des deux, eh bien, c'est ça le meilleur choix possible pour avoir, en tout cas, U-, qui est la solution minime. Par contre, si je n'autorise pas ces combinaisons-là, eh bien, je me retrouve avec U+, donc si j'interdis ça. Alors, ça a l'air un peu bizarre ce que je raconte, alors je vais essayer de donner un exemple qui vaut ce qui vaut. Si, quand vous regardiez il y a quelques années le ski de fond, eh bien, tout le monde faisait du ski de fond en faisant des skis parallèles comme ça, et puis voilà, donc les compétitions consistaient à aller le plus vite possible, eh bien, en faisant ces courses de ski de fond avec des skis parallèles. Et puis un jour, quelqu'un a essayé ce qu'on appelle le pas du patineur, c'est-à-dire ça consiste à faire comme si on avait des patins à roulettes, c'est-à-dire on lance la jambe, donc pour vous ce sera vers la gauche, et puis ensuite on la lance vers la droite, et puis on avance comme ça. Bon, ben, le pas du patineur, c'est exactement ce que j'appelle les contrôles qui tirent de chacun des côtés. Vous voyez, parce que vous allez, voilà, donc vous allez d'un côté qui consiste à fuir l'appui, piste, et puis vous revenez avec donc contrôle inverse et vous allez plus vite. Voilà, ben, essentiellement U-, c'est le temps que vous allez mettre si vous prenez le pas du patineur. Et si on vous interdit dans une compétition de faire le pas du patineur, eh bien, vous aurez... Voilà. Donc, ça veut dire simplement que la non-unicité est liée au choix de contrôle que l'on autorise pour rester donc, sur la discontinuité. Bon, alors, donc, si je passe le résultat précédent qui me donnait en général de la non-unicité, eh bien, les questions qu'on s'est posées, c'est évidemment, est-ce que je peux imposer des conditions supplémentaires en zéro pour récupérer l'unicité? Donc ça, c'était la première question naturelle. Et une autre question, c'est que, bon, on s'est jeté sur les conditions de Lichy parce que c'était les plus naturelles, mais est-ce qu'on peut prendre en compte d'autres conditions à la jonction? Alors ça, bon, avec les méthodes qu'on avait à l'époque, on n'avait aucune idée. Et la dernière, qui était la question la plus intéressante à l'époque, c'est si j'utilise la méthode de viscosité évanescente, ça va converger vers quoi? Est-ce que ça va converger vers U-? Est-ce que ça va converger vers U+? Est-ce qu'il y aura des cas intermédiaires où ça pourra converger vers une solution entre les deux? Alors à l'époque, on n'en avait aucune idée. Alors néanmoins, eh bien, on est relativement rapidement tombé sur une réponse partielle qui consistait à dire que si on rajoute une condition en zéro, qui était cette condition-là, que j'ai réécrite de manière EDP, mais qu'on peut voir en contrôle, si on rajoute cette condition-là en zéro, eh bien, on va retrouver que U- est l'unique solution qui satisfait donc les conditions de Lichy plus cette condition supplémentaire. Donc avec le A- qui est donné par la formule T. Voilà, alors ça c'était satisfaisant, d'autant plus qu'on avait un résultat analogue pour U+, et qui était du même type avec une constante A+. Donc effectivement, il semblait, après ce résultat-là, que si on ajoutait quelque chose en zéro, eh bien,
on allait récupérer donc de l'unicité. Alors, par contre, ça ne résolvait pas le problème d'autres conditions en zéro et éventuellement la possibilité d'avoir d'autres notions. Et c'est là où les réseaux vont arriver à notre rescousse pour nous donner des idées supplémentaires. Alors effectivement, depuis tout à l'heure, hein, je fais ce dessin, donc l'axe réel, une équation avec une discontinuité en zéro, et puis voilà, c'est comme ça. Mais en fait, ce dessin-là, il est éventuellement trompeur parce que, après tout, ce qui se passe sur les x positifs et les x négatifs, c'est un petit peu différent. Et donc, on pourrait regarder ça eh bien, en penchant un petit peu le demi-axe des x positifs et en transférant, en voyant ça comme un réseau. Alors, un réseau particulièrement simple puisqu'il y a deux branches, mais un réseau tout de même. Et à ce moment-là, on peut voir les choses de manière différente. Alors, ce qui est important, c'est pas tellement le dessin, c'est que une fois qu'on a réalisé ça, eh bien, on voit que le point de vue change complètement. Parce que si on voit ça comme un réseau, eh bien, il y a tout un tas d'idées qu'on utilisait comme étant tout à fait naturelles qui vont ne plus être naturelles du tout. Et en particulier, je vais commencer par l'idée des fonctions de test, puisque quand on voit les choses comme un réseau, eh bien, les fonctions de test ne sont plus du tout les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme fonction de test? Eh bien, quand on a un réseau, eh bien, les fonctions de test naturelles sont des fonctions de test qui, évidemment, sont C1 sur chaque branche. Donc, voilà, donc je vais construire ma fonction de test phi en me disant phi de x et de t, ça va être un phi1 qui est C1 pour les x positifs, un phi2 qui est C1 pour les x négatifs, et puis je vais juste demander eh bien, qu'il y ait de la continuité donc, en x égale 0. Donc, évidemment, c'est C1 partout, donc ça veut dire que la valeur commune de phi1 et phi2 va rester évidemment de classe C1 par rapport à t. Voilà, donc on a maintenant enrichi nos fonctions de test et effectivement, ça va permettre de faire des choses complètement différentes. Voilà, comment est-ce qu'on va utiliser ces fonctions de test? Eh bien, de la manière la plus naturelle et celle que vous imaginez, c'est-à-dire dès que j'ai une quantité qui dépend du côté positif, c'est-à-dire qui intervient dans H1 ou qui correspond à une dérivée, on va dire, une dérivée à droite de 0, eh bien, on va mettre des dérivées de phi1, et au contraire, quand on va regarder du côté négatif, donc pour H2 ou pour les dérivées à gauche de 0, eh bien, on va prendre du phi2. Bon, donc ça va nous donner donc des fonctions de test différentes. Mais donc maintenant, quel type de conditions est-ce qu'on peut utiliser en zéro? Alors évidemment, la première chose qu'on fait, c'est qu'on revient aux conditions d'Ichy, mais comme j'ai pris des Hamiltoniens qui sont coercifs, eh bien, les solutions au sens d'Ichy avec toutes ces fonctions de test supplémentaires, eh bien, sont des conditions trop fortes, et donc on n'a aucune solution en ce sens-là. Donc ça veut dire que dès que je change ce point de vue, il me faut une condition de jonction en zéro absolument. Alors les conditions de jonction, mais elles peuvent dépendre de quoi? Alors disons, je vais regarder celle-là de manière un peu générale et peut-être on va aller assez vite, mais donc j'ai une fonction g qui va dépendre essentiellement de tout ce que, à peu près tout ce que j'ai de disponible au niveau du premier ordre en zéro, c'est-à-dire évidemment t, du sur dt, puis les dérivés de u, donc les dérivés de u à droite et à gauche. Bon, alors en fait, des conditions de jonction, il va y en avoir de deux types. Alors là, j'ai donné deux exemples. Des conditions qui s'appellent Kirchhoff, donc qui vont faire intervenir donc qui disent qu'essentiellement il y a équilibre de flux entre les flux entrants et sortants des deux côtés. Donc voilà, donc ça en est une, mais évidemment on peut généraliser. Donc il y a toujours des problèmes quand on fait des solutions de viscosité avec les signes, mais je vous rappelle que les signes sont importants. Donc c'est pour ça que j'écris les choses comme ça. Donc je n'ai pas donné d'hypothèse sur G, donc pour le moment il n'y a pas de problème.
Alors, donc Kirchhoff, c'est essentiellement, ça va dépendre de ses dérivés à droite et à gauche. Et puis, des conditions de flux limité, donc qui vont juste, alors qui ne contiendront pas de dérivés à droite et à gauche en zéro, mais qui contiendront juste, donc ça va jouer le rôle d'une restriction sur le UT. Voilà, donc on a des fonctions de test, on a des conditions de jonction. Donc maintenant, est-ce qu'on peut faire donc quelque chose avec ça? Alors, première approche qui est peut-être la plus naturelle et qu'on a appelée solution de viscosité de jonction, eh bien, c'est assez naturel parce que ça consiste juste à prendre les conditions d'Ishii. Voilà, si j'enlève ce qui est en rouge, c'était les conditions d'Ishii tout à l'heure. Et puis, j'insère juste à l'intérieur des minima et maxima, j'insère juste ma fonction G. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez naturel. Bon, solution de viscosité, on a toujours ces min pour la sous-solution et ces max pour la sûre. Bon, donc là, on a mis la condition de jonction au milieu, ça a l'air tout à fait raisonnable. Et non seulement c'est raisonnable, mais on voit tout de suite que ça va hériter de tout un tas de bonnes propriétés des solutions de viscosité, en particulier au niveau de la stabilité. Alors, je vais faire une remarque qui va paraître un petit peu bizarre, mais qui est quand même importante et j'ai quand même envie de la faire. C'est que un des gros problèmes quand on traite des discontinuités, c'est de faire attention que la discontinuité ne crée pas des valeurs artificielles pour les sous-sursolutions. C'est-à-dire, on a envie que, typiquement ici, les valeurs de U en x égale 0 ne diffèrent pas complètement de ce qui se passe du côté x positif et x négatif. Alors, si c'est le cas, et malheureusement c'est le cas de temps en temps pour ces solutions de viscosité de jonction, eh bien, ça autorise des solutions complètement artificielles qui vont satisfaire les équations à droite et à gauche, mais qui vont être un petit peu absurdes en x égale 0 parce que, par exemple, ici, vous avez besoin d'un minimum qui est négatif. Si simplement le G est négatif, eh bien, vous pouvez juste avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. Donc, le seul défaut, enfin, un des défauts, disons, de cette approche-là, c'est que ça autorise des solutions qu'on a appelées non régulières, qui sont des solutions artificielles. Alors, ce n'est pas tout à fait un détail, parce que quand on fait des passages à la limite un peu biscornus, comme on aime bien faire avec des solutions de viscosité, on ne maîtrise pas très bien ce qui va se passer à la limite, et ces solutions peuvent poser des vrais problèmes. Alors, néanmoins, c'est quand même, disons, quelque chose qui est assez extraordinaire parce que ici, en ne faisant simplement l'hypothèse que H1 et H2 sont continus, eh bien, essentiellement, on a la théorie des solutions de viscosité qui se reproduit de manière claire, c'est-à-dire, eh bien, on a résultat de comparaison, donc résultat de stabilité, et donc tout ça, ça va impliquer l'existence. Et donc, on a un problème bien posé si je me donne une donnée initiale qui satisfait des bonnes propriétés. Voilà, donc ça, c'est essentiellement voilà, le truc que j'aurais pu dire, c'est en résumé, donc sous des hypothèses relativement, sous des hypothèses très faibles, eh bien, on a exactement tous les bons résultats qu'on attend pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc, ce qui est évidemment la remarque importante, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse de convexité ici, et donc, c'est vrai pour tout, donc pour toutes les solutions. Donc là, j'ai remis ma remarque sur... alors, il y a quelques petits problèmes qu'on a détectés, mais surtout en dimension supérieure, puisque tout ceci disons, se généralise pour la dimension supérieure quand on a des discontinuités de codimension 1. Mais donc, on a quelques petits problèmes techniques avec cette notion de solution, mais essentiellement, tout se passe bien. Alors, donc la dernière question que je posais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui se passe pour la convergence de la méthode de viscosité évanescente? Donc, je mets un epsilon UXX au milieu. Donc là, normalement, évidemment, ça me gomme la discontinuité. La discontinuité ne joue plus aucun rôle. Et donc, voilà, donc
qu'est-ce qui va se passer? Et là, ce qui se passe est en fait très simple ici avec ces solutions de viscosité de jonction, parce que, alors là, j'ai formulé un théorème qui est peut-être un peu bizarre, mais bon, essentiellement, on s'attend à avoir des solutions C1. Donc là, je l'ai mis en hypothèse, mais on s'attend dans les bons cas à avoir des solutions C1. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, quand vous regardez une solution là, de ce problème-là, en fait, vous pouvez la voir comme une solution du problème de Kirchhoff. Parce que la condition de Kirchhoff, ici en 0, elle est juste une conséquence du fait que le U epsilon est C1, puisqu'évidemment, la dérivée à droite et la dérivée à gauche sont les mêmes. Et donc, en fait, on peut passer à la limite sans aucun problème, sans aucune difficulté, donc à condition, évidemment, d'avoir des U epsilon qui sont uniformément bornés. Donc ça demande quand même très peu de choses. Donc, en fait, le théorème, c'est eh bien, la viscosité évanescente, eh bien, elle converge vers l'unique solution du problème de Kirchhoff standard. Alors, ce que j'appelle le problème de Kirchhoff standard, c'est donc avec effectivement cette condition. C'est ça pour moi le problème de Kirchhoff. Alors, donc là, on avance, mais on avance tout en générant d'autres questions, parce que, bon, si je me place dans le cas convexe, et je peux passer à la limite également en utilisant les méthodes de solution de viscosité classiques, en particulier celles qui vont conduire aux conditions d'Ishii. Donc, quand je passe à la limite dans la viscosité évanescente, je vais obtenir aussi une solution de type Ishii. Et donc, la question qui va se poser, c'est que, OK, donc la limite des U epsilon devient en même temps l'unique solution de viscosité de jonction du problème de Kirchhoff standard, mais aussi une solution de viscosité classique au sens d'Ishii. Et ça, on a vu qu'il y en avait donc plusieurs, mais qu'il y en avait deux qui étaient particulières, c'était nos fameux U- et U+. Donc, on revient à la question, donc est-ce que ça converge vers U-, est-ce que ça converge vers U+, donc dans le cas convexe. Et donc ça, c'est effectivement une question qui reste. Alors, évidemment, quand on fait du contrôle, eh bien, on ne sait pas dire laquelle de U- et de U+ est la solution de Kirchhoff, parce que Kirchhoff, ça n'intervient pas dans le contrôle. Donc, en fait, on ne sait pas répondre à qui est en fait cette solution de Kirchhoff entre U- et U+. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, en fait, on va introduire une autre notion de solution. Promis, c'est la dernière, donc qui est les solutions à flux limité à la Humbert-Monod. Alors, c'est, de mon point de vue, la manière la plus simple de répondre à ça. Alors, ici, on va être un tout petit peu plus restrictif au niveau des Hamiltoniens, il va nous les falloir quasi-convexes. Alors, qu'est-ce que ça signifie quasi-convexe? Alors, il y a tout un tas de définitions différentes, je vais vous les éviter, et je vais juste en utiliser une, alors qui est plutôt une conséquence, mais qui est de dire, eh bien, l'hamiltonien, il est quasi-convexe, il est le maximum de deux fonctions, dont l'une est décroissante, et donc décroissante, ce sera les HI+, donc H1+, H2+, et les croissantes, ce sera les H1-, H2-. Voilà, donc on va supposer qu'on est dans ce cadre-là, donc maximum d'une fonction décroissante, HI+, et d'une fonction croissante HI. Alors, donc vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir ça. Et donc, deuxième restriction de cette notion, c'est qu'on va regarder des conditions simplement à flux limité. On ne va pas regarder donc des conditions de type Kirchhoff. Alors là, la notion de solution est assez différente, parce que quand on va regarder la condition en 0, alors on regarde évidemment que les conditions en 0, eh bien on va avoir quelque chose qui n'est plus du tout du type classique solution de viscosité, puisque dans la condition de sous-solution, celle-ci, eh bien il va apparaître un max et non plus un min. Et donc non seulement ça, mais on ne va pas utiliser le H1 complet et le H2 complet, mais donc on va mettre à l'intérieur de ces max et des min, donc du côté H1, on va mettre le H1+, et du côté H2, on va mettre
du H2-. Voilà, donc pour les deux. Et donc, ce qui est important, c'est les deux choses. En fait, c'est deux modifications. Donc, a priori, et je vais y revenir, non, là, il y a un négatif, là, il y a un positif. Oui, mais là, à gauche, c'est la même chose. Alors, donc ça peut paraître un petit peu curieux, mais si vous prenez des Hamiltoniens convexes, oui, enfin, disons, j'aurais dû mettre des U et des V. Ça, c'est la condition de sous-solution, ça, c'est la condition de sursolution. J'aurais dû mettre des U et des V, ça aurait été plus clair. Tout à fait. En tout cas, si c'est une solution, elle doit vérifier les deux. Alors, j'étais en train de dire, oui, que si je prends des Hamiltoniens convexes et si je fais du contrôle, eh bien, donc ça veut dire que H1+, ça veut dire je regarde simplement les champs qui rentrent dans le domaine X positif. Et quand je regarde le H1-, je regarde les champs qui rentrent dans le domaine X négatif. Et donc, en fait, ici, on va regarder, donc, avec le H1+ et le H2-, donc, pour H1, donc, les champs qui vont vers les X positifs, et puis pour le H2, vers les X négatifs. Donc, du point de vue du contrôle, eh bien, ce sont deux conditions qui sont tout à fait naturelles. Alors, étude des solutions à flux limité, eh bien, là aussi, alors, modulo la restriction de ne regarder que des Hamiltoniens quasi-convexes, eh bien, on a à peu près tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire résultats de stabilité, donc des limites de solutions sont des solutions, on a de la comparaison, et donc on a des problèmes bien posés dès qu'on met une donnée initiale raisonnable. Donc tout se passe bien, on a une théorie qui se déroule bien. Alors maintenant, si on regarde le cas convexe, eh bien, ce qu'on avait essentiellement, enfin le résultat que j'ai énoncé tout à l'heure là, avec Ariella et Emmanuel, eh bien, ça consiste à dire dans ce nouveau langage, eh bien, que la solution U- que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, c'est la solution qui est associée au flux limité que j'écrivais au début de l'exposé. Et de même, la solution U+, eh bien, c'est la solution flux limité, donc associée, donc limiteur de flux à plus. D'accord? Donc là, ici, avec les solutions flux limitées, eh bien, on a, disons, on cadre beaucoup mieux avec ce qui est le contrôle flux. Alors, là, vous allez me dire, effectivement, on a plein de notions de solutions maintenant. Donc, on a la notion donc, de solution à flux limité, on a la notion de solution de viscosité de jonction, mais bon, il y a bien un moment où il va falloir peut-être dire que soit ce sont, enfin, c'est pas tout à fait les mêmes parce qu'elles n'agissent pas pour les mêmes Hamiltoniens. Ils ont en tout cas celle à flux limité a besoin d'Hamiltoniens quasi convexes, mais au moins dans les cas où les deux ont un sens, eh bien, il faudrait arriver à les comparer. Alors, ça a l'air pas tout à fait évident, hein, puisque, encore une fois, comme je l'ai redit tout à l'heure, donc ici, il y a un max, ici, il y a un min, donc dans les conditions de sous-solution en tout cas, ça n'a pas l'air du tout pareil, et puis effectivement, ici, donc il y a des H1+, des H2-, alors qu'en bas, il y a des H1, H2. Donc, a priori, ces deux solutions n'ont rien à voir. Mais si. Alors, j'ai énoncé un résultat dont je me suis rendu compte qu'il n'était peut-être pas très clair, mais essentiellement, je vais essayer de l'expliquer un peu mieux que ce qu'il est écrit. Donc, essentiellement, si je prends une condition de type Kirchhoff, alors là, j'ai enlevé la variable temps, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, si je prends une condition de type Kirchhoff, alors je n'ai pas précisé, mais effectivement, il faut que le G soit croissant par rapport aux deux derniers arguments, aux trois arguments d'ailleurs, eh bien, en fait, cette condition de type Kirchhoff est équivalente à une condition flux limité. Et pour un flux limité qui est donné de manière quasi explicite en fonction de G. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait clair, mais parce que cette condition à flux limité, je peux la regarder aussi bien avec des solutions de viscosité de jonction ou des solutions à flux limité. Alors,
je vais être peut-être plus clair quand je vais énoncer la deuxième partie qui est une conséquence de la première. Si je prends la condition de Kirchhoff standard, eh bien, elle est associée à un flux limité qui est A+, donc le A+, qui apparaissait tout à l'heure associé au U+. Donc ça veut dire qu'une solution de Kirchhoff standard, une solution de viscosité de jonction de Kirchhoff standard est une solution à flux limité pour le limiteur de flux A+. C'est-à-dire, dès que j'ai une solution de viscosité de jonction, je peux l'interpréter comme une solution à flux limité, donc avec un flux limité qui est donné essentiellement explicitement, donc en fonction de la fonction G ici. Est-ce que c'est assez clair? Donc, alors, la conclusion évidemment de ça va être, eh bien, que donc la conclusion de ça, eh bien, va être que, eh bien, on sait maintenant, on a une conclusion totale pour la convergence de la viscosité évanescente. La viscosité évanescente, elle converge vers U+, c'est-à-dire vers la solution de viscosité maximale, en tout cas dans le cas convexe et même dans le cas quasi-convexe. Voilà, donc c'est ça. Donc l'importance de cette équivalence entre les deux, eh bien, c'est que effectivement, on va pouvoir utiliser donc chacune des solutions pour faire ce qu'elle fait de mieux. Ce que je vais essayer d'expliquer dans la conclusion, parce que je pense qu'il faut que je conclue relativement vite. Alors, donc, conclusion 1. Donc, on a deux notions de solution. Et essentiellement, pour ces deux notions de solution, on a des résultats de comparaison, c'est exactement ce qu'il nous faut, des résultats de stabilité, et donc tout un tas d'équivalences. En fait, donc on a en particulier donc le truc plus spectaculaire, c'est entre les solutions de viscosité de jonction et les flux limités, mais voilà, donc on a ce type de choses. Et on a la convergence de la méthode de viscosité évanescente. Alors ça, je pense que la preuve, disons, la plus fluide, c'est celle qui passe d'abord par les solutions de viscosité de jonction, parce que c'est elles qui ont les meilleures propriétés de stabilité. Et ensuite, on utilise l'équivalence pour obtenir des formules explicites dans les cas convexes. Mais on peut aussi avoir une convergence directe, donc en utilisant directement les méthodes, les solutions à flux limité. Alors, donc, conclusion 2, eh bien, c'est que donc on a un ensemble de résultats assez complets, et ces résultats, eh bien, ils peuvent être étendus à des... Donc, il n'y a rien de très particulier, puis de toute façon, beaucoup de ces résultats, voire la plupart de ces résultats, même si on les a reformulés différemment dans le livre, ou on les a retrouvés différemment dans le livre, eh bien, se généralisent à des réseaux généraux. Donc, différence entre les deux, eh bien, effectivement, pour l'approche d'épée la plus générale, sans doute l'approche Lyons-Souganidis est plus générale puisqu'elle n'a besoin que d'hamiltoniens continus. Et effectivement, les propriétés de stabilité, surtout si on veut utiliser du deuxième ordre, sont les plus faciles à utiliser. Mais si vous avez envie d'avoir des formules explicites de contrôle, eh bien, à ce moment-là, vous allez être obligé d'utiliser l'équivalence pour passer donc des solutions de viscosité de jonction aux solutions à flux limité, donc qui sont plus adaptées au contrôle optimal. Alors, évidemment, donc ça, ce sera mon dernier transparent. Eh bien, évidemment, si j'ai des discontinuités beaucoup plus générales, eh bien, le tableau, il est bien moins compris. On comprend certaines choses, mais effectivement, pour le moment, dans le cadre convexe et pas du tout dans le cadre général. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guy.
Alors, y a-t-il des questions? Une question naturelle aussi, c'est si on régularise entre les deux Hamiltoniens, est-ce que ça se passe comme de la viscosité ou... Alors, ça dépend comment tu régularises. Normalement, les régularisations classiques, c'est à la Filipov, donc tu vas converger vers U-. Donc, ça, effectivement, tu peux. Alors, attends, je suis en train de me demander si. Une bonne question, en fait, mais je me demande si on ne converge pas toujours vers U-, mais je ne crois pas quand même. Ça dépend si on régularise quoi? Le hamiltonien, L'hamiltonien, pas le système de contrôle. Ah non, parce que... Oui, on peut aussi. Est-ce qu'on peut avoir. C'est le futur livre, Guy. Je ne sais pas. Je pense qu'on peut obtenir des choses un peu baroques, mais Ariella, c'est peut-être. Il me semble qu'on avait fait des. Commencer par Philippov. La première chose qu'on a lue, c'était Philippov. Et effectivement, je pense que ça convergeait toujours vers moi et bon, on perdait quand même de l'information parce qu'on avait vu que c'était pas le même. Mais est-ce qu'il y a une manière d'approcher qui pourrait faire converger vers le plus? Je pense qu'au bout d'un moment, c'était une des premières choses qu'on avait compris. Je ne sais pas censé. Je me souviens qu'on avait fait un exemple où on arrivait à faire converger vers U+, mais on n'avait pas le résultat général. Mais je pense que tu peux faire quand même des. Si tu fais une approximation, disons, qui ressemble à Filipov, tu vas toujours converger vers U-. Mais je pense qu'on peut faire des choses un peu atroces pour obtenir d'autres choses. Une question. Là, tu as pris le cas d'une discontinuité de codimension 1. Alors, si par exemple, tu prends une discontinuité de codimension 2, à 3 droites qui se croisent, que devient Kirchhoff, par exemple? Qu'est-ce que tu mets? Dans des cas simples, hein, j'imagine. Alors attends, là tu parles que du réseau ou tu parles de R2 tout entier? De R2 tout entier, oui. Alors ça, on n'a pas regardé du tout. Ouais, d'accord. Mais là, tu m'as fait peur parce que tu as évoqué. Voilà. Alors, moi, il y a deux trucs il y a deux exemples qui nous ont empêchés de dormir pendant des années. C'est celui-là. Alors là, la question, elle est très simple. Donc, je mets 4 Hamiltoniens différents, convexes, contrôle, c'est qui U+. Donc là, on a dû passer, sur les 5 ans, on a dû passer 1 an à réfléchir à ça. Et alors, mieux, parce qu'on peut aussi mal dormir, donc là aussi, il y a un problème. On n'a pas besoin même de mettre... Et même avec 3, comme tu dis, avec 3, il me semblait qu'on avait un truc, mais avec 4, on n'avait pas. Parce qu'au début, on arrivait à calculer des choses, mais il y avait des histoires algébriques, et donc quand il y avait trop de domaines, on n'y arrivait plus. Donc je pense qu'à 3, on arrive à calculer le U+. Mais par contre, mettre des conditions comme ça, Kirchhoff avec des dérivées rentrantes, non, ça on ne sait pas du tout. Mais là, voilà, j'allais dire, on n'en est pas là, on a même des trucs bizarres. Alors, Régis. Je ne me souviens plus, mais si on prend juste un point dans le plan, donc en fait on a Hamilton Jacobi partout, mais sauf dans le point, et en ce point-là, on a peut-être une condition justement à préciser, parce que ça c'est des choses que... Alors, encore une fois, tout dépend aussi de qu'est-ce qu'on se pose comme question. Je veux dire, bon, un point dans le plan, si on me donne la baguette magique du stratifié, là, moi j'ai toutes les réponses que vous voulez, et puis vous pouvez mettre toutes les cochonneries de ce type-là, ça ne me fait pas peur. Maintenant, si on veut avoir, par exemple, l'ensemble de toutes les solutions et les trucs, alors là, c'est ça le problème ici. Tous les dessins que j'ai faits, si je me place dans le cas convexe et que je dis, voilà, donc ça c'est par exemple 2 domaines stratifiés. Voilà, donc je sais qu'il y a une seule solution stratifiée dans le cas convexe. Et voilà, ça peut être beaucoup plus atroce que ça. Mais voilà, alors si on veut maintenant dire quelles sont toutes les solutions Ishii, par exemple, dans un cas ou dans l'autre, alors là, ça devient épouvantable. Donc ça dépend comment on pose la question. Et si on me demande est-ce que je suis capable de faire un truc purement EDP avec des domaines comme ça, la réponse est non. Et probablement, on a quelques conjectures, mais au passage, il y a beaucoup de problèmes ouverts dans le livre, et c'est peut-être un des intérêts majeurs du livre. Là, on pense que déjà, tout à l'heure, j'ai parlé de fonctions de test. Là, nous, on pense qu'il faut des fonctions de test qui soient C1 sur chacune des sous-variétés, c'est-à-dire sur chaque
sur chaque, c'est-à-dire voilà, avec des raccords qui soient moins continus. Et ça devrait être, voilà. Donc nous, on fournit les fonctions de test et vous fournissez la preuve d'unicité. Est-ce qu'il y a des questions à distance, de gens à distance? Surtout de questions, et ben on te remercie de nouveau.